Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière, voire même très particulière, car j'ai des choses à vous dire. Un gros changement va arriver sur la chaîne. Donc on va faire un tour du lac, on va pêcher un peu, on va essayer de faire quelques poissons et je vous explique tout ça en même temps. Bon allez, on va pêcher un peu, mais clairement dans cette vidéo, la pêche elle va réellement passer au second plan car j'ai énormément de choses à vous dire. Donc voilà, vous attendez pas dans cette vidéo à ce que je vous explique, à ce que je vous donne des trucs et astuces pour la pêche, car ça va clairement pas être le but. Donc, clairement pour vous dire, aujourd'hui j'ai juste pris des hameçons texans, des tubes, des Senko et des fluques, des super fluques là, pour m'amuser un petit peu à pêcher comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment le but de la vidéo, ça va être d'avoir une discussion un petit peu avec vous pour en fait parler un petit peu de la chaîne, un petit peu de tout ça et en fait un petit peu de l'avenir de la chaîne surtout. Et oui, ça fait déjà 2 ans et 4 mois précisément que j'ai commencé la chaîne Redneck Fishing et quel chemin parcouru déjà depuis. Et ouais, je sais pas si je vous avais déjà parlé en fait de mes débuts sur pourquoi en fait j'ai commencé la chaîne YouTube. Je vais vous raconter tout ça au final. Donc en fait tout a commencé quand j'ai bossé pour l'entreprise The Fisher Box. Donc je travaillais dans la logistique. Donc pour moi c'était vraiment incroyable de pouvoir bosser dans le milieu de la pêche, dans une entreprise de pêche. Et à ce moment, c'est là où j'ai rencontré donc Kevin de la chaîne Feeling Fishing. Donc pour les petits nouveaux, je pense qu'ils ne connaissent pas, mais les plus anciens connaissent tous cette chaîne. C'était vraiment la chaîne précurseur. C'était de la même génération que Skarna Fishing, que Fisher, qui maintenant n'existe plus, je crois. Ou du moins, je ne les ai plus vus publier depuis des lustres. Bref, c'était à cette époque-là. Et en fait, c'est là où on va dire, Ah, il y en a un qui vient de se gaufrer méchamment. Il s'est gaufré méchamment, lui, sur le tire-fesse. Sur le ski nautique, incroyable, magnifique. Merci pour la chute, tu vas être en vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Donc, j'ai commencé cette chaîne en fait au moment où j'ai rencontré Kevin. On discutait beaucoup justement. Moi, j'étais très intéressé par un petit peu par le monde du YouTube pêche. Et concrètement, c'était pas un défi, mais au vu de mon niveau informatique qui était horrible, mais horrible ce niveau informatique, pour vous dire, même Excel, je ne le maîtrisais plus du tout. Je maîtrisais plus rien en informatique. La seule chose que je savais faire avec un PC, concrètement, c'était d'aller sur Google, d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos et de faire des recherches internet. Voilà, ça allait pas plus loin que ça, mon niveau en informatique. Et en fait, Kevin ayant un humour particulier, en fait, je lui avais dit, je suis sûr que je pourrais réussir à monter une chaîne YouTube. Ce qui, plus ou moins, l'avait quand même bien fait rigoler parce qu'il voyait au quotidien mon niveau informatique déplorable. Et c'est comme ça, au début, c'est parti plus ou moins d'un défi où en fait, je me suis dit, je suis sûr que je peux réussir à monter une chaîne. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de monter une chaîne YouTube, que je me suis décidé à l'origine. Ça partait vraiment d'un défi avec Kevin. Alors forcément, quand on monte une chaîne YouTube, il faut déjà avoir des idées, des idées en fait sur quoi va être basée la chaîne, et surtout aussi un nom de chaîne. Donc pour les idées, pour le contenu, c'était relativement, voilà, moi je suis quelqu'un qui pêchait principalement le black bass, surtout depuis que je vis à Toulouse. C'est vraiment l'espèce qui est la plus présente chez nous et celle avec laquelle je m'amusais le plus. Et en fait, il fallait aussi trouver un nom. Donc, ça aussi, je vous ai jamais expliqué d'où vient le nom Redneck Fishing. J'ai donc appelé la chaîne YouTube Redneck Fishing parce qu'en fait, faut savoir qu'à l'époque, j'avais ma sœur et mon beau-frère, donc qui vivaient sur Montréal, qui vivaient au Canada. Et j'y allais de temps en temps quand même. J'y allais principalement l'été. J'ai un peu de mal avec le froid extrême, donc j'y allais principalement l'été. Et là-bas, il y a une forte culture, on va dire, aussi américaine. Donc l'univers un peu des rednecks. Et là-bas, il faut savoir que c'est quand même un peu un délire. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, ils ont un magasin, une chaîne de magasins
qui en fait fabrique, donc on peut faire personnaliser tout type de casquette, mais vraiment tout type de casquette. On peut faire marquer ce qu'on veut, les lettrages qu'on veut, enfin la police qu'on veut. On peut vraiment faire énormément de choses. Ah bah j'ai une écrevisse les gars, boum, dans l'eau l'écrevisse. Donc sur le coup je voulais impérativement, je sais pas pourquoi, une casquette couleur camouflage sur lequel en fait j'aurais mis des lettrages. Je voulais mettre des lettrages, enfin un gros lettrage redneck sur, donc sur le devant de la casquette. Donc bon bah le gars me le fait, il n'y a pas de souci, il me fait la casquette. Et en fait cette casquette trucker, je l'ai gardée. Et quand j'allais à la pêche, une fois revenu en France, quand j'allais à la pêche, ben, je l'avais toujours sur la tête, cette fameuse casquette redneck. Et en fait, comme je publiais beaucoup sur Instagram, je publiais beaucoup sur les réseaux sociaux les photos de mes poissons, ben, concrètement, en fait, à un moment au bord de l'eau, on commençait, dès qu'on me reconnaît, en fait, on me reconnaissait grâce à cette fameuse casquette redneck. Donc quand est arrivé le moment en fait pour moi de monter la chaîne YouTube et de trouver un titre, bah, concrètement c'était déjà tout indiqué. J'ai appelé la chaîne Redneck Fishing pour ça. Donc c'est pas en référence aux copains de Trump ou quoi que ce soit, hein, loin de là. C'est vraiment juste pour ça. Donc maintenant, ça y est, vous savez pourquoi la chaîne s'appelle Redneck Fishing. Et au final, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que quasiment personne ne m'a jamais posé cette question. Pourquoi tu as appelé ta chaîne Redneck Fishing? Il y a juste 2-3 potes, 2-3 personnes maintenant qui sont devenus mes potes, qui m'ont un jour posé cette question. Mais bizarrement, sur tous les abonnés que j'ai, personne ne m'a jamais posé cette question. Donc je ne sais pas pourquoi, je me suis dit aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et mine de rien, maintenant, depuis maintenant 2 ans et 4 mois que je vous propose du contenu sur la chaîne, je peux faire une sorte de petite rétrospective, hein, un petit regard en arrière sur la chaîne. Donc je vais un petit peu vous expliquer tout ça pendant la vidéo aussi, parce que c'est pour moi aussi très important. Il y a beaucoup de jeunes youtubeurs des fois qui me posent des questions là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plein de choses que je ne savais pas avant de me lancer. Et je pense qu'il y a même énormément de choses que vous ne savez pas non plus sur l'envers du décor du YouTube. Donc déjà, la première chose, c'est que il ne faut pas penser que YouTube, c'est simple et qu'il suffit juste d'aller à la pêche, de pêcher, de faire des poissons, puis ensuite on fait une intro, une conclusion, et puis l'histoire elle est réglée. Alors là, je vous le dis de suite, hein, j'étais le premier à penser ça. Avant de me lancer dans une chaîne YouTube, j'ai vraiment été le premier à penser ça. Pour ça que je sais qu'il y en a d'autres qui pensent la même chose. Mais non, honnêtement, c'est pas du tout comme ça. Donc il y a une chose sur YouTube, et que vous retrouvez aussi pareil, hein, sur tous les réseaux sociaux, en fait, sur tous les réseaux sociaux, vous trouvez un truc qu'on appelle l'algorithme. Et l'algorithme, croyez-moi la famille, c'est un cauchemar. C'est vraiment le cauchemar. Parce que forcément, c'est une intelligence artificielle, en fait, on va dire. Hein, c'est géré par un ordinateur. Tout est calculé. Et en fait, concrètement, YouTube analyse tout par rapport à votre vidéo. Donc, l'algorithme de YouTube va analyser sur la première heure de visionnage le nombre de vues que vous avez. Sur le nombre de vues, il va prendre aussi en compte la rétention d'audience. Donc en fait, le temps que va passer la personne qui regarde la vidéo, le temps qu'il va passer sur cette vidéo. Il va aussi analyser le nombre de likes et le nombre de commentaires, d'interactions. Donc il analyse ça à peu près pendant 1 heure. Et ensuite, cet algorithme se fixe son avis sur est-ce qu'on va pousser cette vidéo, donc est-ce qu'on va la montrer dans les accueils, les trucs comme ça, ou est-ce que non, justement on va la foutre, on va la cacher. Voilà, concrètement c'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit tout le temps, que je vous dis et que les autres youtubeurs vous disent aussi, likez, commentez, partagez, activez la cloche de notif pour louper aucune des vidéos de la chaîne. Bref, tout ça en fait c'est pour l'algorithme.
on fait ça pour l'algorithme en fait, pour que l'algorithme repère que la vidéo, donc qu'il y a de l'interaction sur la vidéo et que donc en fait YouTube nous mette en avant et que le plus de gens voient la vidéo et fait boule de neige. Oh, un petit poisson qui a suivi mon leurre. Une perche, mais une perche aussi grosse que mon fluke. C'est pas grave. On y reviendra. Donc ça aussi c'est un gros problème, surtout sur le YouTube pêche qui est quand même un YouTube mine de rien extrêmement compliqué parce que contrairement aux autres types de YouTube, nous on n'est pas tributaire de nous-mêmes ou de la vidéo. En fait, si vous préférez, il y a des moments où on a des idées incroyables de vidéos, des trucs où on sait que les gens vont regarder, qui vont apprécier, qui vont vraiment se faire plaisir. On a écrit tout le script et là, il manque une chose essentielle dans la vidéo, le poisson. Et oui, c'est pas parce qu'on fait du YouTube qu'on est forcément obligatoirement meilleur pêcheur que les autres. Ça, c'est complètement faux. Ça m'arrive souvent, enfin de temps en temps quand même. Par rapport à d'autres, ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais ça m'arrive de prendre des capots. Et croyez-moi, quand vous enchaînez des capots, pendant tout ce temps, vous n'avez pas de contenu. Concrètement, alors il y en a certains qui vont dire oui, ouais, il faut aussi montrer les capots parce que c'est important et tout. Honnêtement, hein, je l'ai fait une fois de montrer un capot. La vidéo, elle a fait un bide, rétention d'audience. Je ne vais pas dire le gros mot, mais voilà quoi, vraiment de caca, on va dire. Donc je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux fois. Parce que mine de rien, monter une vidéo où il y a du poisson, c'est plus facile à la rythmer. C'est plus facile de faire une jolie vidéo où il y a du poisson parce qu'on a des moments clés qu'on va pouvoir rythmer au montage. Mais une vidéo où il ne se passe rien, où il n'y a pas de touche, où il n'y a même pas un poisson visible en surface qu'on pourrait essayer de filmer à la caméra. Mais essayer de monter ça et essayer de rendre ça intéressant, c'est impossible. Et je comprends, hein, moi aussi je suis le premier à me dire, enfin moi, après je sais que voilà, tout le monde prend des capots dans sa vie. Et celui qui dit qu'il ne prend pas de capot, c'est un gros mytho. Mais honnêtement, non. Enfin, voilà. Moi, je l'ai fait une fois et je ne le referai plus. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on peut être le meilleur vidéaste du monde. On peut avoir les meilleures idées de vidéo, le meilleur script, le meilleur matériel pour tourner une vidéo. Si à la fin, il n'y a pas le poisson, concrètement, votre vidéo, elle est bonne à jeter. Vous pouvez prendre la vidéo, effacer tous les rushs pour vous rendre de la place sur le disque dur. Il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus qu'à trouver une autre idée. Après, il faut aussi savoir une chose, c'est que sur YouTube, on est soumis ce qu'on appelle à l'attente du spectateur. Ça veut dire concrètement qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas publier ce qu'on veut ou pêcher comme on veut. Et oui, la famille, si vous pensiez que on peut aller pêcher par exemple tel ou tel poisson de telle ou telle manière, que ça va forcément plaire, que vous allez faire des vues, même si vous faites ah, putain, je me fais encore attaquer mais par un poisson aussi gros que mon leurre, c'est vraiment débile le truc. Bref, poum, allez, c'est pas grave, on continue. Et ça n'arrête pas de me couper la parole en plus. Donc non, si vous pensez qu'en fait vous pouvez plus ou moins pêcher comme vous voulez ou quoi que ce soit et que ça va forcément marcher même si vous faites plein de poissons, alors c'est faux. Moi je vous le dis maintenant depuis 2 ans et quelques, et ça je l'ai vérifié encore cette année, il y a certains thèmes, certaines choses précises qui plaisent au public. À la majorité, on va dire, je veux dire à la majorité du public parce qu'il y a forcément d'autres qui sont un peu différents, mais à la majorité, voilà, si vous voulez déjà vous lancer dans le YouTube pêche, malheureusement, le roi, c'est le brochet. Si vous ne faites pas de brochet et si vous ne faites pas de gros brochets, je peux vous dire, la vidéo, elle ne va pas fonctionner. Ça c'est un fait. Hein. Honnêtement, ça a été vérifié. Le bass, par exemple, bon, moi j'adore pêcher le bass, c'est mon poisson de prédilection. Mais il faut avouer qu'en fait, le truc, c'est que, sauf une partie, on va dire, les gens dans la partie sud du pays qui ont du bass et qui forcément sont intéressés par ce type de contenu, dans le reste du pays, dans la partie nord, c'est un poisson qui soit n'existe pas, ou soit c'est tellement anecdotique qu'en fait les gens n'y apportent aucun intérêt. C'est pareil, la perche. La perche, par exemple, c'est des poissons que tout le monde pêche
qu'il y a partout, je peux vous dire que faire un contenu perche par exemple, mis à part si vous enchaînez 10 tatanes de plus de 50 cm, où là, si vous goupillez bien la vidéo, enfin si vous goupillez bien le titre et la miniature, vous avez des chances que ça fonctionne. Mais sinon, honnêtement, hein, si c'est pour faire même une centaine, 200, 300, 400 perchettes sur la session, croyez-moi, ça va faire un bide. Ça, je l'ai déjà vécu aussi. Et c'est pareil, il y a des modes de pêche. Il y a des modes de pêche, par exemple. Si vous pêchez, vous faites de la pêche au cou, les gens, plus ou moins, honnêtement, hein, ils s'en foutent un peu. Si vous pêchez, et pourtant c'est une pêche que j'adore faire, mais que malheureusement pour la chaîne, je ne fais plus. Je l'ai fait une fois, j'ai vu le bide que ça a fait. J'en ai parlé avec d'autres youtubeurs qui eux aussi ont payé leur flop. C'est la pêche à la mouche. Mais je ne parle pas forcément de pêcher la truite à la mouche. Hein. Mais ça, je ne sais pas si vous savez, le nombre de basses énormes et de basses records et de brochets énormes, brochets vraiment records des plus d'1,20 m qui ont été faits à la mouche. Je peux vous dire une chose, je pense que si les gens s'en rendaient compte, ils regarderaient un peu plus. Mais bizarrement, ce style de pêche-là, sur YouTube, ça n'attire personne. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous voulez vraiment développer votre chaîne et qu'elle fasse des vues, vous allez être obligé de vous plier aux exigences des attentes du public. Donc voilà, il faut vous dire que votre chaîne, dans un sens, si vous voulez que ça marche, il faut qu'elle fasse plaisir aux gens et pas, et forcément à vous aussi, mais vous, on va dire, pour que ça réussisse, c'est secondaire. C'est vraiment secondaire. Et aussi une chose à savoir, après tout ça, donc après toutes ces difficultés, parce que mine de rien, comme je vous dis, YouTube, c'est compliqué. En fait, vous allez commencer à vous attirer des personnes. C'est là en fait où vous passez du stade d'inconnu à, quand vous commencez à avoir quelques milliers d'abonnés, des personnes qui vont venir, on va dire, un petit peu, moi c'est ce que j'appelle personnellement les personnes mal intentionnées. Donc quand je parle de personnes mal intentionnées, en fait, ce ne sont pas des personnes qui sont méchantes en soi, hein, mais ce sont des personnes qui d'un coup, en fait, alors que vous étiez inexistant, d'un coup vont vous contacter pour venir pêcher avec vous, pour en fait essayer de se faire leur propre pub, ou alors vous allez être contacté par des marques, des petites marques qui viennent de Chine, qui viennent de gauche à droite, que vous connaissez même pas, vous n'avez jamais entendu parler de tout ça, mais ils vont vous contacter en fait pour essayer de faire du placement de produits. Donc forcément, certains se font avoir, hein, disent oui amène à tout parce qu'on leur donne un peu d'importance. Tout ça, ils ne réfléchissent pas. Ils font la promotion de produits on va dire, disons-le, hein, des produits de merde. Ils en font la promotion. Et puis ensuite, au bout d'un moment, forcément, ça se retourne contre eux. Et vous avez aussi forcément les personnes mal intentionnées, parce que quand on commence YouTube, qu'on n'a que quelques abonnés, plus ou moins, moi je me souviens, jusqu'à 2000 abonnés, j'avais pas trop de haters en fait, j'avais pas trop de haters jusqu'à mes 2000 abonnés. Et forcément la proportion, au plus vous avez d'abonnés, au plus les gens visionnent vos vidéos, au plus vous allez forcément tomber sur des personnes mal intentionnées qui vont être là juste pour faire les haters, les jaloux, les rageux. On les appelle comme on veut, mais malheureusement c'est une réalité. Donc ça au début les haters, je vous le dis, hein, psychologiquement c'est pas simple, parce que bon, maintenant je le prends avec du recul parce que voilà, j'ai plus d'expérience dans le domaine, mais même si au début les gens nous disent ouais, il faut pas les calculer, tu t'en fous, faut pas les calculer, on reste des humains avec des sentiments, on est quand même des humains, on est des sentiments, et en fait forcément mine de rien au début ça nous touche, et ensuite on le prend avec philosophie. On le prend grave avec philosophie, parce que il y a une fois j'ai lu cette phrase qui disait de toute façon c'est simple, dis-toi qu'on n'est jamais critiqué par quelqu'un de supérieur à toi. C'est toujours quelqu'un qui est en dessous de nous, quelqu'un qui est moins bon, qui est plus mauvais, en fait qui va te critiquer, jamais quelqu'un de meilleur que toi. Donc au final, au bout d'un moment, ça te touche plus et ça te fait même rigoler. Parce qu'au final, tu t'aperçois que ces personnes, à partir du moment où tu essaies de discuter avec eux, en fait, ils n'ont aucun argument, et
90% du temps, ces personnes ne répondent même pas en fait. Ils te mettent une petite punchline sur ton commentaire. Et quand tu leur réponds en disant bah, vas-y, va au fond des choses, explique un peu ta pensée, toi tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu ferais pour faire mieux par exemple que ce que j'ai fait? Et là bizarrement ces personnes-là, tu n'as plus de nouvelles. Plus jamais ils te donnent de nouvelles. Et ils reviennent de temps en temps, 3, 4 vidéos plus tard peut-être, ils reviennent remettre une petite merde, ils viennent reposer un petit caca comme ça sur ta rubrique commentaires et ils le font constamment. Donc en fait au bout d'un moment, bah, ça nous fait rire plutôt qu'autre chose. Et ce qui me fait encore plus rire en fait, c'est quand j'ai des abonnés qui sont fidèles, qui me suivent depuis longtemps, bah, quand au final j'ai même plus besoin de m'en occuper et qu'en fait ce sont mes propres abonnés bah, qui leur rentrent dedans, qui leur mettent en fait une pile sur les commentaires. Et ça c'est vraiment quelque chose qui moi derrière mon écran me fait jubiler, ça me fait marrer mais comme pas possible. Et d'ailleurs c'est arrivé une fois comme ça où le gars a carrément été jusqu'à retirer son commentaire. Il a retiré lui-même son commentaire parce qu'il s'est vu que moi je l'ai chargé une première fois et ensuite j'ai 3 autres abonnés qui sont venus lui rentrer dedans aussi pour se foutre de sa gueule. Et le gars en fait au bout d'un moment de lui-même il a complètement enlevé son commentaire. Donc ça a été assez rigolo quand même. Donc les profiteurs ils peuvent se cacher sous plusieurs formes les profiteurs. Vous avez les profiteurs, donc c'est ceux qui d'un coup vous calculent et veulent impérativement venir pêcher avec vous, tout ça et tout. Et en fait quand vous regardez un peu, ce sont des personnes qui ont par exemple, je vais dire, des comptes Instagram, des choses comme ça. En fait, ils ont un intérêt à ce que je leur fasse de la pub en fait sur les réseaux. Souvent ce sont des personnes comme ça. Après il y a d'autres styles de profiteurs, comme je vous ai expliqué, il y a aussi des personnes qui veulent monter leur business, qui ont envie de monter un business par rapport à la pêche, donc que ce soit de la création de leurre, que ce soit des t-shirts, tout et n'importe quoi, qui vont vous contacter, qui d'un coup vous contactent pour en fait sans même vous offrir de matos, mais juste pour venir pêcher. Ils vous prêtent 1 ou 2 leurres viteuf comme ça, vous pêchez avec, et si vous faites du poisson en fait dans l'espoir que vous leur fassiez de la pub pour qu'ils puissent eux monter leur business. Mais attention, sans jamais proposer réellement un vrai partenariat derrière, donc sans jamais rien vous donner, parce qu'ils vous prêtent juste 1 ou 2 leurres souples. Un exemple comme ça. Donc ils vous prêtent juste 1 ou 2 leurres souples pour la session, pour que vous fassiez du poisson avec, et pour qu'en fait ensuite vous parlez de leur leurre vite fait dans les réseaux, enfin sur la vidéo. Ça, il y en a énormément. Donc en fait au début, plus ou moins au début on peut se faire avoir, et au bout d'un moment, désolé, mais on les repère arriver à 100 km les mecs. Au bout d'un moment, on les voit arriver. On les repère. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où je réponds de moins en moins aussi. Et après, vous allez attirer aussi forcément les crabes. Les gens qui sont là, qui vous contactent uniquement. C'est même pas pour faire une session avec vous. C'est uniquement pour avoir le spot. Et en plus, les mecs ne sont pas très fut-fut. Ils ne sont pas très fut-fut et ils sont très mal éduqués. Parce que souvent ces gens-là, c'est même pas ah salut, j'aime bien ce que tu fais, machin, tu vois. Limite même pas, ils essaient de te brosser dans le sens du poil. Non, c'est carrément ouais, ce poisson tu l'as fait là. Voilà, genre bah oui, non mais tu veux aussi mon point GPS, tu veux que je te dise où je le fais. Mais ça, voilà, ça attire. Une fois que vous prenez de plus en plus d'abonnés, au plus vous prenez d'abonnés, au plus en fait vous avez ce genre de situation qui se produit. Et après, il y a aussi les derniers profiteurs. Ceux-là, c'est ceux que, voilà, ça c'est du caviar. Comme je dis, ces profiteurs-là, c'est du caviar. Ce sont les personnes, et j'en ai sur la chaîne. Donc il y en a peut-être qui vont se sentir visés, je ne sais pas. Mais il y en a, par exemple, qui ne commentent jamais. Jamais. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils regardent les vidéos. Ils ne commentent jamais. Exception faite. Exception faite. Lors des jeux concours, moi je vois des personnes, à chaque fois qu'il y a un jeu concours, en fait, si vous préférez, je regarde systématiquement parce qu'il faut savoir que je peux savoir, quand vous commentez, combien de fois vous avez commenté sur ma chaîne et en fait à peu près, on va dire, les derniers commentaires qu'il y a eu. Et là, par exemple, j'ai vu au concours des 4000 abonnés, je vois que je vois des personnes qui ont commenté donc 4 fois sur la chaîne. Et là, quand je remonte l'historique, c'est je concours des 1000 abonnés, je concours des 2000 abonnés, je concours des 3000 abonnés et je concours des 4000 abonnés. Et ces gens-là, ils viennent « Ah oui, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup, nanana ».
Et en fait, voilà quoi, ils commandent juste, mais uniquement quand, encore une fois, il y a un intérêt. Ça, c'est vraiment le top du profiteur quand même. Mais bon, voilà, après, on apprend à vivre avec, on apprend à gérer tout ça. Et bon, au final, c'est même plus forcément déplaisant, bien qu'il y a des moments, en fait, il y a des moments quand même, mine de rien, ça tape sur le système. Bon, allez, dernier petit point quand même, dernier petit point négatif. Parce que là, voilà, j'ai commencé, je voulais commencer la vidéo par les points négatifs pour terminer après, là, sur les points positifs quand même de YouTube. Mais voilà, c'est l'investissement. Mine de rien, ça a un coût financier incroyable. Mais je crois que vous vous rendez même pas compte, en fait, c'est que ça a un coût incroyable. À partir du moment où vous voulez faire de la qualité, ça coûte cher. Déjà, il vous faut plusieurs GoPro. Parce que les dernières GoPro que vous trouvez sur le marché, et bien concrètement, elles ont des problèmes de surchauffe. Mais toutes, hein, ça c'est à cause du processeur de chez GoPro. Alors vous me dites oui, si tu veux, il y a d'autres marques de caméras. Ouais, mais aucune, pour en avoir testé plusieurs marques, croyez-moi, aucune n'a la qualité, les fonctionnalités, tout ça d'une GoPro. GoPro, c'est vraiment pour ça la Rolls-Royce des caméras embarquées. Ça, c'est vraiment le top. Donc c'est vraiment plus ou moins ce qu'il faut. Et bref, comme il y a des problèmes de surchauffe à cause de leur processeur, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé, et ben c'est que malheureusement, vous devez en avoir au moins deux. De toute façon, il faut toujours au moins deux GoPro. Une par exemple pour se filmer comme ça en caméra embarquée, et une autre plus typée pour faire par exemple de la vue, pour la vue de release sous l'eau, hein, ou pour par exemple si vous pêchez en flotte tube, pour l'accrocher, pour avoir une vue de vous en train de pêcher à la troisième personne. Donc bref, il faut toujours au moins deux GoPro. Ensuite, en plus de ces deux GoPro, en général, on a des micro-cravates pour une question de son. Et ensuite sur les GoPro c'est pareil, hein. Une batterie de GoPro concrètement c'est 1 heure, allez, 1 heure et demie d'autonomie à peu près. Donc il vous en faut forcément plusieurs, parce que quand vous êtes sur une journée de tournage, vous êtes obligé d'avoir au moins 6-8 batteries, ou d'avoir des batteries externes pour pouvoir tenir le choc, pour pouvoir tenir en fait toute une journée de tournage. Et en plus des GoPro, de tout ça, et au plus vous allez vouloir monter, et c'est normal, hein, vous allez vouloir monter la qualité des vidéos. Moi c'est pareil, mais moi le premier, hein, je suis quelqu'un qui adore le travail bien fait. Je supporte pas le travail bâclé, le travail dégueulasse. J'adore proposer le plus de qualité possible. Et c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, vous allez vouloir un drone. Ensuite c'est pareil pour la qualité d'image, vous allez commencer à vouloir filmer en 4K, c'est normal. Et généralement vous allez vouloir filmer en 4K pour proposer la meilleure qualité d'image, pour que ce soit le plus agréable pour vous les spectateurs à regarder, à visionner. Et en fait tout ça au bout d'un moment, vous arrivez très facilement à plus de 1000 € de matos quand vous partez au bord de l'eau, juste pour les caméras. Moi concrètement, quand je vais pêcher, dans mon sac, j'ai plus d'argent en matériel vidéo, donc en caméra, drone, micro-cravate, stabilisateur si j'utilise mon smartphone qui filme aussi en 4K, et avec lesquels des fois il m'arrive de faire des intros, les conclusions, ou certains plans si je veux jouer avec les flous d'arrière-plan pour faire des choses assez jolies. Et je vais tourner avec ça, avec un stabilisateur. Pareil, un stab, vous en avez pour minimum, allez, un bon stab, hein, pas un stab de merde, un bon stab, vous en avez pour 100-150 €. Et tout ça au final, quand vous baladez avec ça dans la besace, vous avez plus d'argent, vous avez plus de pognon sur votre caméra, enfin sur votre matériel vidéo, que votre matériel de pêche. Et pourtant je veux dire, là par exemple, là j'ai une Sainte-Croix, j'ai un moulinet à Bougarcia. Alors c'est pas non plus des cannes Tenryu, hein, c'est pas des tarifs à 600 balles la canne, mais déjà quand on voit le matos de pêche comment il coûte cher, je peux vous dire que le matos vidéo il est encore plus. Donc voilà, c'est toute une chose aussi, c'est vrai que ça a un coût. Et au final, il faut dire une chose, si on calcule en termes de rentabilité, mais alors le YouTube pêche, il n'est pas rentable du tout. Il n'est pas rentable du tout. Alors ceux qui disent ouais tu fais ça pour l'argent, parce que j'ai déjà eu ce genre de réflexion, que j'ai fait ça, que j'en veux toujours plus. Donc la personne, je pense qu'elle se reconnaîtra, qui a dit ça. Oh,
c'est pas rentable. C'est concrètement par mois, le meilleur mois que j'ai fait depuis le début. Je vous le dis, hein, je vais être honnête avec vous, je vais être transparent. Et si vous ne me croyez pas, je vais finir par mettre un post avec un screenshot de tous les revenus que j'ai eu par rapport à YouTube. Et bien vous verrez que le meilleur mois, j'ai touché l'incroyable somme de 180 €. Voilà. Donc la personne qui va dire qu'on fait ça que pour l'argent, vous vous mettez le doigt dans tous les orifices que vous voulez, mais croyez-moi, YouTube Pêche, vous ne faites pas ça pour l'argent. Je pense qu'en termes de YouTube Pêche, les autres YouTubeurs, d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez me le dire, d'après vous, combien de YouTubeurs pêche réussissent réellement à se dégager un salaire, un vrai salaire, On va dire, et encore quand je dis un vrai salaire, je vais juste dire un SMIC, pas plus. Et bien je pense, si je ne me trompe pas, qu'il doit y avoir même pas 10 youtubeurs sur toute la plateforme YouTube Pêche français qui arrivent à dégager ce genre de revenus là. Tout le reste c'est des sommes comme moi, à 100, 150, 180 dans le meilleur mois. Il y en a certains qui ont peut-être les 10 000, 15 000 ou 20 000 abonnés qui arrivent peut-être à faire 500 balles peut-être, hein. Mais concrètement, n'allez pas dire que le youtubeur gagne de l'argent, qu'on vit grâce à YouTube. C'est complètement faux. Et si vous partez dans l'idée de créer une chaîne de pêche pour vous faire de l'argent, honnêtement, hein, trouvez autre chose comme business. Trouvez vraiment autre chose, parce que là, vous allez vite déchanter. Mais bon voilà, allez, j'arrête pour les mauvais côtés. Et puis encore, c'est pas réellement des mauvais côtés. Ce sont en fait les choses cachées de YouTube, ce que vous en fait, allez, 90% peut-être des personnes qui regardent, qui consomment les vidéos YouTube, dont vous n'êtes pas au courant en fait. Donc voilà, je voulais juste un petit peu remettre là-dessus les pendules à l'heure, et voilà, avoir la franchise, l'honnêteté de vous expliquer aussi ce que nous youtubeurs on vit au quotidien. Mais bon, ça c'est qu'une petite partie, parce qu'heureusement, il y a aussi d'excellentes choses grâce à YouTube. Je vis encore actuellement d'excellentes choses grâce à YouTube, et pour moi c'est aussi important d'ailleurs de vous dire tout ça. Et oui, la famille, il y a aussi d'excellents côtés en fait à YouTube. Moi je sais que ces 2 ans et 4 mois m'ont apporté énormément. Donc ça m'a apporté déjà un côté de satisfaction personnelle, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand je me suis lancé dans le défi de faire une chaîne YouTube, de monter une chaîne YouTube, il faut savoir que même rien que Excel, je n'arrivais même plus à l'utiliser. Je ne savais même plus faire de tableau, les formules, j'avais tout oublié, pour vous donner un petit peu, voilà, comme je vous disais, mon niveau en informatique. Et concrètement, j'ai dû tout apprendre. Donc l'avantage, plus ou moins, c'est que la seule chose que j'avais quand j'ai monté cette chaîne YouTube, c'est que je savais pêcher. Ça, c'était déjà quelque chose, c'est déjà pas mal quand on veut faire un YouTube pêche, de savoir pêcher. Ça, c'est une bonne chose. Mais concrètement, je suis parti de zéro. Je n'y connaissais rien aux caméras. Alors j'avais un petit passé dans la photographie quand même, parce qu'en photo, j'étais pas trop mauvais. Je m'y intéressais énormément. Et en fait, mais j'ai dû tout apprendre la vidéo, parce que c'est pas forcément pareil. Alors il y a des choses qui sont assez semblables, mais la vidéo, voilà, c'est quand même particulier par rapport à la photo. Donc c'est ce côté, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que moi je suis quelqu'un qui aime apprendre. Je suis quelqu'un qui adore lire, qui adore regarder des vidéos tutos, qui adore me renseigner, qui adore en fait apprendre. Pour moi, la vie, c'est une source perpétuelle d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore la pêche aussi, parce que la pêche, jusqu'à ma mort, je continuerai toujours à apprendre et à m'améliorer. Et la vidéo, je l'ai pris un peu comme ça. Ça veut dire que au début, j'y allais juste, voilà, je m'étais acheté une GoPro Hero 7, et puis j'y allais, introduction, je pêchais, je faisais ma conclusion. Voilà, comme je vous disais au début, hein, quand on commence une chaîne YouTube, ça se passe toujours comme ça. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis renseigné. Je me suis dit, tiens, mais comment on fait, par exemple, pour essayer de comprendre l'algorithme. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer la qualité de la vidéo. Là, j'ai commencé à essayer de faire des changements de plan, donc d'avoir
pas que de la caméra embarquée, mais de faire un peu plus aussi de face caméra, d'alterner les plans, de mettre des plans à la troisième personne. Bref, j'ai passé énormément de temps et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu l'évolution de ma chaîne. Mais au-delà de l'évolution de la chaîne, c'est l'évolution de mes connaissances qui m'a vraiment rempli de joie. Déjà, ça, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, quand vous apprenez une chose et qu'au fur et à mesure du temps, vous le maîtrisez de mieux en mieux. Et bien ça, je trouve personnellement que niveau satisfaction, ça vaut énormément. Ça vaut même plus que certaines sommes d'argent pour moi, à mes yeux. C'est vraiment voilà, le fait que je me suis dit, aujourd'hui encore, j'ai appris quelque chose. Ça déjà, là, c'est une satisfaction personnelle pour moi, c'est incroyable. Et ça, YouTube m'a appris énormément de choses parce que maintenant, en vidéo, je pense que, bon, je ne suis pas encore au niveau des mecs comme Barre d'Écume ou de certains vidéastes pro, tout ça et tout, hein, mais je pense que vous pouvez le voir à travers l'évolution de ma chaîne, mes vidéos, je pense quand même qu'elles s'améliorent. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça, c'est vraiment les bons côtés. Si vous aimez apprendre et si vous aimez le travail bien fait, YouTube peut vous procurer vraiment une satisfaction incroyable. Après, il y a une autre satisfaction aussi, c'est de voir les commentaires, les retours en fait positifs des gens. C'est, vous voyez, alors moi j'ai un passé particulier parce que j'ai bossé quelques années dans la sécurité privée. Je travaillais un petit peu en magasin, j'ai fait de la sécurité magasin, de sécurité industrielle, j'ai fait de la sûreté aéroportuaire et aussi énormément d'événementiel. Et je peux vous dire que l'humain, j'en ai vu des choses, j'ai vu les côtés les plus sombres, les plus horribles de l'humain. Et il y a même des choses, j'ai même vu et vécu des choses qu'honnêtement, je ne pourrais jamais vous raconter à la caméra sur la chaîne. Tellement en fait, c'est, voilà, pour vous dire, l'humain concrètement, je vous le dis franchement, je n'y croyais plus. Je ne croyais plus en l'humanité, je ne croyais plus en la gentillesse, je ne croyais plus en tout ça. Et cette chaîne, en fait, grâce aux commentaires, de voir les commentaires des personnes qui nous remercient en disant merci, grâce à toi, j'ai fait mon premier poisson, merci, tu m'apportes beau, j'adore regarder, j'attends toujours tes vidéos avec impatience, ça me permet de me vider la tête, tout ça. Et en fait, quand je lis ces commentaires, ça vaut tout l'or du monde. Et il peut même y avoir, voilà, comme je dis, j'ai principalement des commentaires comme ça. Et quand je vois un hater qui arrive et qui vient poser sa pêche sur ma rubrique commentaires, honnêtement, j'y prête même plus attention parce qu'en fait, je me dis, les gens, dans la grande majorité, ils sont tellement bienveillants, ils sont tellement cool avec moi. Et en fait, cette chaîne m'a redonné un peu foi quand même en l'humanité. Quelque chose que j'avais complètement perdu. J'étais devenu complètement asocial. Limite, je vais être honnête, limite même, je m'étais mis à détester l'humain, mais comme pas possible. Et en fait, cette chaîne m'a réconcilié avec l'espèce humaine, vraiment. Et ça, humainement parlant, la chaîne YouTube, c'est incroyable. Humainement parlant, YouTube, c'est vraiment une super expérience. Et ça, rien que pour ça, je regretterai jamais d'avoir monté une chaîne YouTube, vraiment. Et j'ai aussi vécu des trucs super marquants. Par exemple, la première fois, bon là quand je commençais à prendre plus d'abonnés, quand je commençais à passer les 2000 abonnés, de voir des personnes que je croisais sur le canal du Midi d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, à cause de avec la chaîne et le fait que la première année, j'ai pêché quasiment que le canal sur la chaîne, j'étais vu un peu comme le gars du canal. Et en fait, au bout d'un moment, quand je croisais de plus en plus d'abonnés au bord du canal, et ça m'a fait bizarre en fait, le jour où pour la première fois, quelqu'un est venu me voir en disant hey, mais t'es Redneck Fishing? J'ai dit oui, effectivement, oui, c'est bien moi. Et il me dit écoute, j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos. Est-ce que ça te dirait, est-ce que tu serais OK pour prendre pour qu'on prenne une photo à deux? Et c'est vrai qu'au début, ça m'a fait bizarre en fait. Parce que concrètement, de voir en fait des gens où en fait là tu te dis plus ou moins punaise en fait, c'est quelque chose, je sais même pas comment je pourrais le décrire en fait. J'ai même pas les mots en fait réellement pour le décrire,
mais c'est quelque chose d'incroyable quand quelqu'un vous reconnaît et qui dit ouais, est-ce que ça te dérange si on prend une photo tous les deux, qu'on fasse un selfie à deux, machin. Ensuite c'est pareil, et en fait la situation s'est reproduite assez souvent quand je suis allé sur les salons. Quand je suis allé sur les salons, par exemple, j'avais des personnes en fait, j'allais dans le village du youtubeur, voir les autres youtubeurs, parler un petit peu d'éventuels featuring, de tout ça. Et quand j'avais des personnes en fait qui carrément venaient me voir et en fait, au même titre que les autres youtubeurs, disaient oui, mais je regarde aussi ta chaîne, tiens, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble? Et pareil. Et puis des fois, c'est des enfants. D'ailleurs, au final, j'ai eu pas mal d'enfants qui sont venus se prendre en photo avec moi. Et ça m'a fait, en fait, ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait bizarre. Surtout que moi qui suis quelqu'un d'assez introverti, je suis quelqu'un d'assez timide. On ne dirait pas comme ça parce que parce que je fais du YouTube, je parle à la caméra. Mais croyez-moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Et d'ailleurs, ça aussi, humainement, c'est quelque chose qui a fait que je suis beaucoup moins timide qu'avant dans un certain sens. Parce que maintenant, le fait de parler à la caméra, de faire de la face cam, croyez-moi, il ne faut pas être timide. Il ne faut pas être timide. Et j'ai réussi à vaincre un peu ma timidité grâce à ça. Et c'est quelque chose pour moi qui est humainement incroyable. Ça m'a fait évoluer. Comme je vous l'ai dit, en tant qu'homme, en tant qu'humain, en fait, ça m'a fait évoluer énormément dans le bon sens du terme. Et je suis vraiment, pour ça, je ne remercierai jamais assez YouTube. Ah, et aussi une petite anecdote qui m'était arrivée, alors ça c'était au CNPL, donc j'étais allé sur le village des youtubeurs et là en fait je suis tombé sur les gros youtubeurs et ça m'a fait bizarre en fait parce que quand je suis arrivé directement, on se dit hey, comment tu vas Jus, ou alors comment elle va la Redneck Family, tout ça, d'autres youtubeurs, et c'est vrai que ça a fait bizarre parce qu'en fait, les gens savent que tu existes. Et c'est très particulier, c'est comme quand j'ai fait le salon de Royan, il y avait Constantin et Tristan, donc Constantin, tout le monde le connaît, de Barre d'Écume. Et ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, donc j'ai fait son jeu là, le jeu de la barre de traction là, face à Marius. Donc vous avez déjà dû voir aussi sur ses vidéos là, quand il va pêcher l'écrevisse, il le pêche avec Marius qui a une chaîne de chasse. C'est dur à dire, mine de rien, chaîne de chasse. Bref. Et en fait, au moment où je monte sur la barre, Constantin dit au micro, allez, c'est un duel entre influenceurs. Et là, j'ai dit, putain, en fait, ça veut dire qu'il sait. En fait, il sait plus ou moins que j'existe. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment bizarre. C'est qu'en fait, il y a encore 2 ans j'étais complètement inconnu, personne ne me connaissait. Et en fait aujourd'hui, mine de rien, alors c'est sûr que j'ai pas la notoriété d'une star ou quoi que ce soit, mais de voir certaines personnes, certains on va dire de mes confrères, qui me reconnaissent, et ça c'est quelque chose en fait qui vous fait vraiment bizarre. Puis le côté cool aussi de YouTube, c'est qu'en fait vous allez en fait vous perfectionner. Moi personnellement je trouve que je me suis amélioré encore dans ma pêche parce qu'en fait ça va vous pousser à sortir de vos habitudes, de vos retranchements. C'est bête, mais par exemple il y a des moments où je fais des vidéos où je me lance des défis, où je me dis tiens, je vais pêcher qu'avec un seul leurre et il faut que je fasse du poisson. Ou alors je vais prendre 3 leurres avec moi et il faut que je fasse au moins un poisson avec chacun des leurres. Donc en fait on se met dans des moments compliqués, dans des moments vraiment un peu plus complexes, et ça vous force en fait à vous améliorer. Et c'est le côté cool parce que forcément c'est quand on sort de sa zone de confort, je l'ai toujours dit ça, mais c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on s'améliore. Donc moi honnêtement, la chaîne YouTube pour moi, je trouve que d'un point de vue pêche, ça m'a aidé grandement à développer, à m'intéresser à énormément de techniques, pour pouvoir les essayer, réussir à faire du poisson, à comprendre comment ça fonctionnait, pour vous proposer derrière du contenu par rapport à ça. Et c'est vraiment incroyable. Ça pour ça, c'est vrai qu'on s'améliore grandement. Puis ensuite, ça ouvre aussi des opportunités. Par exemple, cette année, rien que cette année, j'ai pu aller pêcher le lac d'Uder. C'est pour moi, au Brochet, c'est un lac que j'ai toujours rêvé de pêcher. Le lac d'Uder, le lac de la Forêt d'Orient, tous ces grands lacs-là qui sont extrêmement réputés pour leur densité de brochets.
ben, c'était pour moi un rêve. C'était un rêve pour moi un jour d'y aller. Et en fait là, cette année, j'ai eu l'opportunité, grâce à Guillaume de la marque ZF Bait, ben, d'y aller. Concrètement, il m'a tout payé. J'y suis allé. On a pêché comme ça plusieurs jours pour un tournage avec un guide. Donc, et puis Michael Prof, c'est pas n'importe qui non plus comme guide. Avec un guide sur ses terres à lui. Concrètement, je me suis régalé. Et j'ai appris encore énormément de choses. J'ai appris énormément de choses. J'ai pêché un lac mythique en apprenant, en améliorant encore ma pêche. Et c'est pareil, la vidéo que j'ai pu faire avec Victor. Victor, pour moi, aux cendres, c'est l'un des meilleurs guides de France. Pour moi. Pour moi, c'est que mon avis personnel. Et là, c'est lui qui m'a proposé, écoute, viens, on fait, viens sur mon bateau, on fait une vidéo en sharpshooting au Livescope. Alors je sais que cette vidéo a été beaucoup critiquée parce que j'ai pêché au Livescope, j'ai pêché avec de l'électronique, mais merde. Enfin, après, je m'en fous. Pour moi, c'est les personnes qui ont critiqué le fait que j'ai pêché au Livescope. Pour moi, ce sont juste des jaloux qui n'ont juste pas les moyens financiers de se payer ce genre d'équipement et qui, en fait, ben, comme ils ne peuvent pas le faire eux, et ben, ils sont jaloux et que forcément, c'est de la merde. Le poisson, il vaut rien. Mais merde, j'ai fait un poisson ce jour-là, en 4 heures de pêche, un poisson légendaire. Pour moi, qui ne suis pas un pêcheur de cendres, vraiment, c'est vraiment la dernière espèce que je réussis à cibler en temps normal. Mais là, 91 cm le cendre, mais franchement, même encore aujourd'hui, j'y repense, j'ai vécu vraiment un moment magique. Et ça, sans YouTube, je ne l'aurais jamais fait. Jamais je serais allé faire une vidéo comme ça en Livescope, jamais j'aurais été invité sur des bateaux pour ça, pour pêcher dans des lieux mythiques, des poissons incroyables. Et ça, franchement, voilà, c'est des expériences où même si je sais que demain YouTube s'arrête, et ben au moins j'aurais déjà eu tout ça. J'aurais eu tout ça de satisfaction en fait pour moi. Et ça, ce sera peut-être juste un chapitre de ma vie. Mais honnêtement, ce chapitre, je sais que je l'aurais vécu à fond, au fond de mes capacités et que je n'aurais rien à regretter parce que j'ai fait des choses, j'ai pu vivre des moments vraiment, vraiment incroyables que très peu de pêcheurs peuvent vivre. Et c'est pareil, même ça m'a, on va dire, poussé à faire un format compétition parce que bah, déjà, ça m'intéressait en fait. Moi, j'ai pratiqué pas mal de sports et c'est vrai que j'ai toujours aimé un petit peu la compétition parce que la compétition, ça permet de se confronter sur un laps de temps. Ça permet de confronter à d'autres personnes et de réellement à peu près calculer ton niveau à ce moment-là sur un instant T. Mais sans la chaîne, je ne me serais peut-être pas amusé à faire autant de concours l'année dernière par exemple, et surtout, je n'aurais pas participé aux Basses Nations. Et là, aux Basses Nations, comme je disais, parce qu'il y en a qui s'étaient foutus de ma gueule, parce que sur une des 2 sessions, parce qu'en fait, ce genre de tournoi se passe sur 2 jours, tu as une manche le samedi, une manche le dimanche. Et la manche du dimanche avait complètement foiré, on a décroché des poissons cassés, enfin, ça a été incroyable, incroyable manque de bol. Donc il y en a certains jaloux qui n'ont pas le niveau de toute façon pour faire le Basse Nation, il y en a un particulier qui n'a pas du tout le niveau pour faire ça, mais qui est venu quand même faire son malin, donc toujours référence aux haters qui viennent cracher, les jaloux, les rageux, patin coup fin. Mais merde, j'ai quand même été en compétition face à des mecs comme Sylvain Garza, qui quand même, je pense que tout le monde le connaît, Sylvain Garza, et surtout c'était chez lui, sur le Lot. Michael Veil, qui connaît parfaitement aussi le bief, donc Michael Veil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le capitaine de l'équipe de France carnassier, capitaine de l'équipe de France, c'est capitaine de l'équipe de France, c'est pas le pimpin alcoolique du village, c'est voilà, c'est quand même du lourd quoi. Mais des mecs incroyables, des basseurs réellement de renommée. Jérémy Egea qui est président du BBF et qui connaît parfaitement le spot. Enfin, j'étais en compétition face à ces gars-là. Moi concrètement, sur le bateau, le samedi matin et le dimanche matin, j'ai entendu la Marseillaise comme tel un sportif de haut niveau. Vous avez déjà participé à des compétitions, vous personnellement, où avant de commencer le match, vous avez la Marseillaise qui retente. Regardez, rien que j'en parle, j'ai encore la chair de poule, rien que d'en parler. J'ai entendu la Marseillaise, l'hymne de mon pays, quoi. C'est quand même pas rien.
Même encore maintenant, je le dis, j'ai la voix tremblotante, tellement c'est voilà, c'est quelque chose qui... C'est une émotion qui restera toujours, c'est un souvenir, voilà, ce sont des souvenirs. Grâce à cette chaîne, j'emmagasine des souvenirs tellement beaux, tellement forts, je vous le dis, c'est voilà. Donc certes, YouTube, il y a des mauvais côtés, des côtés compliqués, mais on vit de telles expériences, je peux vous jurer que niveau bonheur, c'est incroyable, et ça franchement, je vous le souhaite à vous tous, un jour de connaître ce genre d'émotion en fait. Et honnêtement pour ça, YouTube, c'est vraiment un ascenseur émotionnel, mais vraiment assez incroyable. C'est vraiment assez fou. Ça veut dire que vous pouvez passer de l'euphorie dans ces moments-là, quand vous êtes... Moi, il y a des moments, c'est bête, mais quand une vidéo fonctionne, qu'il y a de la vue, ou quand je croise des abonnés comme ça qui me disent, qui me reconnaissent, qui veulent, enfin, tu vois, qui demandent une photo ou quoi que ce soit, honnêtement, on se sent mais comme sur un petit nuage. On est dans un monde un peu particulier. Moi, je l'avoue, je suis vraiment dit, moi, il y a des moments, c'est incroyable. Et puis, il y a des moments où vous donnez tout pour une vidéo. Franchement, vous y passez des jours parce que vous faites une journée entière de pêche pour avoir le poisson. Puis ensuite, une fois que vous regardez les rushs, vous vous dites, là, il faudrait que je refasse tel plan. Donc un plan de moi là en train de pêcher à cet endroit-là. Puis ensuite vient les plans de drone, puis ici, puis ça. Et en fait, vous y passez, donc après pareil, il vous faut au moins 2 jours sur le montage. Et encore, je ne suis vraiment pas le youtubeur qui prêtait le plus d'attention au montage. Et quand vous voyez des fois que vous avez une semaine de boulot sur la vidéo, une semaine entière, et que vous récoltez 2000 vues, en fait, concrètement, quand vous vous êtes habitué à avoir depuis le début d'année des vidéos à 5000, 6000, 7000 vues, et que là, d'un coup, vous retombez à une vidéo à 2000 vues alors que vous vous êtes complètement appliqué comme un ouf dessus, ça vous met une baffe en fait. Donc en fait, c'est ça, c'est d'une semaine à l'autre. Vous pouvez prendre une belle calotte dans la tête et une semaine après, vous êtes sur un nuage. Ce nuage, il peut durer pendant 2-3 semaines. Et puis ensuite, vous reprenez une calotte. Et ensuite, ça repart bien. Et c'est épuisant. Le truc, je vous le jure, psychologiquement, YouTube, c'est épuisant. Mais bon, voilà, comme je vous disais, ça fait 2 ans et 4 mois que je suis sur YouTube. Et honnêtement, je suis fatigué. J'ai une fatigue qui s'accumule. C'est une fatigue qui est physique. Donc physique parce que mine de rien, je me lève tôt. Tous les jours, je me lève vraiment tôt. Je suis au bord de l'eau, je marche à longueur de temps ou je palme. Ça dépend, mais dans tous les cas, je suis dehors. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, chez nous, la neige, on n'est pas trop concerné ici dans le sud. Mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse plus de 40 degrés. Je suis au bord de l'eau. J'essaie de pêcher pour faire du contenu. Il y a des moments plus simples que d'autres. Mais voilà, physiquement, c'est usant. Si la semaine, ça s'est pas bien passé, parce que forcément, il y a des moments, comme je vous disais, les poissons ne marchent, ça marche pas. Il faut y retourner. Donc même le week-end, des fois, je suis obligé de me lever. Je suis obligé de me lever pour aller à la pêche, pour essayer de vous faire du contenu. Et psychologiquement, en fait, c'est usant. Parce que psychologiquement, voilà, comme je vous ai dit, YouTube, c'est un ascenseur émotionnel. On connaît des moments d'euphorie, comme en fait on connaît des moments, je ne vais pas dire non plus de dépression, on ne va pas aller jusque là, mais des moments compliqués psychologiquement où en fait il y a des moments où c'est la loi des séries, rien ne va, tout part en cacahuète, il n'y a pas une vidéo qui veut bien se goupiller, et en fait on a toujours le stress de si jamais je publie pas pour jeudi par exemple, l'algorithme va me mettre une amende, ils vont me mettre à l'amende l'algorithme, et ça après tu repatauges, enfin tu dois repatiner 2 fois plus fort pour réussir à revenir dans le cœur de l'algorithme, et voilà, c'est complètement fatigant. Bon allez, il est temps maintenant d'arriver à la conclusion et de vous annoncer en fait quelle décision j'ai prise. Alors c'est une décision qui n'a pas été simple à prendre pour moi, parce que voilà, Redneck Fishing c'est mon bébé, c'est ma chaîne, j'y tiens énormément.
Et donc malheureusement j'arrive plus à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine, je n'arrive plus à le tenir. Et si je continue comme ça, en fait je vais complètement tout arrêter si jamais je continue dans cette optique là. Je ne suis pas satisfait parce qu'en fait j'aimerais monter extrêmement en qualité, et pour ça une vidéo par semaine c'est juste impossible tout seul de réussir à le faire. J'ai donc décidé de ne plus proposer une vidéo par semaine aujourd'hui, à partir de maintenant, mais on va partir sur une vidéo, voire 2, par mois. Une vidéo, il y aura toujours une vidéo par mois qui sera extrêmement poussée, où là je vais prendre vraiment le temps, quasiment une semaine pour tourner la vidéo. Je vais être honnête avec vous, hein. Je vais prendre une semaine entière pour tourner une vidéo avec un jour ou deux de pêche, puis tous les autres ça va être pour des rajustements de plans, puis ensuite des plans drone, tout ça. Et je prendrai aussi une semaine entière pour monter la vidéo, pour bien caler des belles musiques, pour essayer de vous transmettre encore plus d'émotions, pour essayer de vous proposer des vidéos extrêmement qualitatives, un peu à la barre d'écume, à la Tristan Edouin. Bien sûr, je n'ai pas la prétention et je n'aurai jamais de pouvoir faire du contenu aussi beau et aussi intéressant qu'eux. Qu'on ne se méprise pas dessus, hein, qu'il n'y ait pas de mésentente sur ce que je dis. Mais voilà, c'est mon souhait. En fait, si vous préférez, ma passion pour la vidéo est en train de prendre une proportion incroyable, et j'ai besoin personnellement en fait de pouvoir prendre plus de temps pour faire du contenu vraiment qualitatif. Donc voilà, concrètement là c'est la dernière vidéo que vous verrez où il n'y aura pas de plan drone, où il n'y aura pas de plan, enfin de gros changements de plan. Là regardez, en plus il n'y a même pas de poisson honnêtement. Concrètement je suis venu pour tourner cette vidéo et non pas pour faire du poisson. Donc concrètement aujourd'hui j'ai juste sorti une canne, mais c'était juste, on va dire, pour le folklore de la vidéo. J'avais pas du tout dans l'intention de pêcher, de faire du poisson. D'ailleurs j'ai même pas pris l'épuisette, tout est resté dans la voiture. C'est vraiment pour dire qu'en fait ça m'arrange de ne pas avoir fait de poisson aujourd'hui, parce que la vidéo, c'était vraiment, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était vraiment de vous expliquer tout ça. Et la deuxième vidéo, en fait, sera beaucoup plus axée sur des formats que j'ai toujours voulu faire. Un format précisément que j'ai toujours voulu faire et qui, malheureusement, je sais que c'est quelque chose qui n'intéresse personne, en fait, qui risque de ne pas trop intéresser, ça je le sais. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est de faire des formats reportages sur le monde de la pêche. Donc sur tous des métiers, sur tout ce qui va toucher à l'environnement, tout ça, vraiment plus typé reportage. Voilà, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment, que j'ai envie de faire, et je me dis, allez, maintenant, après tout, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, que j'ai envie de faire. Il faut que je me fasse plaisir et que j'arrête de penser toujours à faire des vidéos qui peuvent plaire aux gens au final, hein. Alors j'essaierai d'axer toujours la grosse vidéo, j'essaierai de l'axer sur quelque chose qui va plaire aux pêcheurs, ce que les pêcheurs recherchent. Et par contre la deuxième vidéo, ce sera plus pour mon plaisir perso, pour faire du reportage. Et bien entendu, il y aura toujours, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours aussi des tutos, de la face caméra. Mais voilà, ce sera principalement des choses, une deuxième vidéo qui sera là, principalement faite pour vous apprendre des choses, que ce soit donc sous format de tuto ou format de reportage. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai besoin de faire pour me sentir accompli. Bon, sur ce, la famille, écoutez, je vous embête pas plus longtemps, hein. Si jamais vous avez envie de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, comme je vous disais dans la vidéo, pour faire fonctionner l'algorithme, faites-le, c'est pas une obligation, mais voilà. Et puis moi je vous dis à la prochaine, la famille, et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.